Tout ceci se passe loin, très loin, à Manille, en 1577. Manille, à l'époque, n'a rien à voir avec la mégalopole hurlante qui accueille de nos jours le visiteur au sortir de l'aéroport Ninoy Aquino. Les Philippines ne portent d'ailleurs que depuis peu, comme un costume empesé, le nom du roi d'Espagne. C'est Ruy López de Villalobos qui en a affublé en 1542 le vaste archipel situé à mi-chemin de la Chine et du monde malais, avant d'y faire naufrage et de finir fer au pied dans une forteresse portugaise des Moluques. Les Philippines sont un chapelet d'îles égrenées entre la mer de Chine du Sud et celle des Célèbes. Elles forment l'antichambre du Pacifique, le grand océan qui mène aux Amériques. Les Espagnols venus du Mexique ne s'y sont établis qu'en 1565. Manille en 1577, le point limite de projection de l'Empire hispanique, le bout du monde, une dépendance politique de la Nouvelle-Espagne, le Mexique, feu le monde aztèque. Manille est la seule et unique enclave espagnole en Asie, et pour cela glosée comme un avant-poste glorieux par les experts du Conseil des Indes. Le marchepied vers la Chine, dans les termes des missionnaires qui rêvent, depuis Rome, de faire basculer l'empire des Ming dans l'escarcelle de la chrétienté. Mais quiconque y a un jour mis les pieds sait de quoi il retourne. Ravagé tous les 6 mois par les typhons et les pluies de mousson, Manille n'est qu'un puits de boue. Elle traîne déjà, et traînera longtemps, la réputation d'un cloaque. Un jésuite affirme en 1586 qu'elle ne draine que les gens de basse extraction, miséreux et endettés. Un siècle plus tard, un dominicain renchérit « Toute la vermine de Nouvelle-Espagne en vient à s'arrêter ici. Les voleurs, les malfaiteurs, les expulsés, les apostats, tous ceux qui sont de sang mauvais et qui ont commis les pires méfaits et qui font que ces îles sont les galères de la Nouvelle-Espagne. » Puis debout et ramassis de renégats. Autant dire qu'on ne se bouscule pas au portillon pour y faire carrière. Les autorités espagnoles ont toutes les peines du monde à recruter les soldats et les artisans qui sont censés mettre en valeur la colonie. La colonie, c'est un bien grand mot. Manille, en 1577, ne compte pas plus de 200 maisons, quelques solides bâtisses et une myriade de masures, aux parois de bambou et aux toits de palme. Dans tout l'archipel, on ne dénombre que 500 Espagnols, accrochés par grappes au rivage, comme des berniques à un rocher. 500 Européens pour plusieurs centaines de milliers d'indigènes. Jolie colonie, en vérité. Dans la poignée d'îles où ils se sont installés, à Cebu, à Panay, à Luzon, les nouveaux venus ne contrôlent que quelques segments des liserés côtiers. Ils s'aventurent rarement dans l'arrière-pays, damiers de vallées marécageuses et de piémonts broussailleux. Il faut imaginer, dès lors, les sentiments mêlés qui animent le gouverneur de la place, Francisco de Sande. Dans une lettre au roi, écrite 1 an après son arrivée, il ne cache pas le dégoût que lui inspire son nouveau lieu d'affectation. Terre chaude et humide. Il n'y a rien pour se protéger du soleil, car les parois des maisons sont faites de branchages et de tiges, et leurs toits de feuilles de palme. La nourriture est atroce. Francisco de Sande est né en Espagne, à Cáceres, une bourgade d'Extrémadure, l'une des régions les plus pauvres et les plus durement touchées par les guerres civiles de la fin du XVe siècle. Un pays de petites métairies, où quelques familles, d'une opulence très relative, se partagent la pleine propriété des dehesas, les chênaies, où vaquent les cochons sauvages. Tierra caliente, que la chaleur rend presque inhabitable 4 mois par an. Francisco de Sande se dit de noble lignée, hidalgo, hijos d'algo, fils de quelqu'un, héritier d'un patronyme et d'un patrimoine. Les origines de sa famille sont pourtant particulièrement obscures. Le conseil municipal de Cáceres n'a de cesse de chercher noise au Sande, dont il conteste l'appartenance à la hidalga, la petite noblesse rurale. C'est que pour une ville, un noble de plus, c'est un contribuable de moins. Les hidalgos sont exemptés du paiement de l'impôt de capitation, dont doivent s'acquitter solidairement auprès de la couronne les pecheros, les gens du commun, les sans-armoiries. Sommés de produire les preuves de la qualité et de l'ancienneté de leur lignage, les Sandés doivent se soumettre, en 1574, à l'humiliante épreuve d'un procès en reconnaissance de noblesse. Les enquêtes diligentées par la chancellerie royale de Valladolid concluent, certes, au bien fondé des prétentions de la famille Sande,
qui a pour elle d'entretenir une nombreuse domesticité et de communier dans l'une des 2 paroisses nobles de la ville, celle de San Matteo, située à 2 pas de la place d'Armes. Car comme le veut l'adage, est considéré comme un hidalgo celui qui se comporte comme tel. Si l'habit ne fait pas le moine, il fait le noble. Bombez le torse, portez beau, et l'on vous donnera du Monseigneur. Mais les témoignages recueillis à Cáceres sur les Sandés fourmillent d'insinuations fielleuses. Le grand-père de Francisco n'était-il pas un étranger, un forastero, ayant dû, pour des raisons évidemment plus que suspectes, quitter sa Galice natale? Et pourquoi diable sa mère n'était-elle jamais appelée publiquement Doña Francisca, comme il sied à toute dame de bonne famille? Le lignage du gouverneur sans l'avoine et la châtaigne. Même à l'autre bout du monde, Francisco de Sandé veille d'ailleurs à protéger le frêle renom de sa famille. Pour rehausser son statut de possédant, il achète plusieurs huertas, des vergers enclos, disposés le long d'un ruisseau à la sortie des faubourgs de Cáceres. Il avance des dots de 1000 ducats à 2 de ses sœurs pour qu'elles fassent de bons mariages, intimant l'ordre à l'un de ses cadets de leur trouver sans plus attendre 2 hidalgos. Il achète aussi rubis-sur-l'ongle à son frère Juan un siège au conseil municipal. L'homme a les moyens. C'est qu'en dépit du soupçon qui porte sur son blason, Francisco de Sandé a accompli un sans faute. Il a franchi chaque étape du cursus honorum menant au service du roi. À la différence de l'un de ses frères qui participe aux campagnes d'Italie, son appel n'est pas celui de la garnison, mais de l'étude. Dans une lettre à Philippe II, datée de 1578, il écrit ceci, qui est la devise par excellence des letrados, les diplômés en droit, qui assurent le fonctionnement de la grande machinerie de l'État. J'en saurai toujours plus avec mes livres que sans eux. Des livres, il en a assurément compulsé lorsqu'il était inscrit à l'université de Salamanque. Passage obligé pour tous ceux qui quittent un office ou un bénéfice en péninsule ou aux Amériques. L'université de Salamanque, à la fin des années 1550, est le haut lieu des débats concernant le droit des Indiens. Les disciples de Francisco de Vitoria y décortiquent en chair les titres de la conquête, les bonnes et les mauvaises raisons de l'asservissement des peuples des Amériques. Les amphithéâtres résonnent de l'écho de la voix tonitruante de Bartolomé de las Casas, qui n'a de cesse, jusqu'à sa mort en 1566, de rappeler au roi que l'Espagne a mis son âme en gage au Mexique et au Pérou. La destruction des Indiens, pour citer las Casas, a été le scrupule de Charles Quint. Elle est désormais l'embarras de Philippe II. Francisco de Sandé ne suit pourtant pas les cours de la faculté de théologie, mais ceux de la faculté de droit. Il se spécialise dans la glose des leyes, les lois du royaume, équivalent du droit public de nos États contemporains. Il devient un maître des codicilles, un spécialiste des clauses et des alinéas. Il achève ses études à l'université de Maese Rodrigo, à Séville, la porte des Amériques. Grâce au soutien sans faille d'un puissant protecteur, Juan de Ovando, un pays de Cáceres, devenu président du Conseil des Indes, il obtient, sitôt son diplôme en poche, un poste prestigieux, celui de procureur public du tribunal royal de la Nouvelle-Espagne. En 1567, il rallie Mexico. La ville est en effervescence. En 1566, une conjuration a été découverte qui visait à oxyre le vice-roi et les juges du tribunal, les membres de l'audiencia, afin de soustraire la Nouvelle-Espagne à l'autorité de la couronne. Le meneur présumé de cette conjuration n'est autre que Martín Cortés, le fils métis du grand conquérant de l'empire aztèque, Hernán Cortés. L'arrivée de Francisco de Sandé tombe donc à point nommé. Pour mettre au pas les grandes familles de conquistadors qui ont osé envisager de se soulever contre le roi, il faut un chevalier blanc, venu tout droit de la péninsule, quelqu'un qui ne soit pas encore pris dans le jeu des factions locales. Sandé prend son rôle de gardien des intérêts du roi très à cœur. Il fait lourdement condamner les conspirateurs et s'attire ainsi la haine de puissants clans de colons. Ses relations avec le vice-roi, Martín Enríquez de Almanza, se dégradent en outre rapidement. Fils de marquis et descendant d'un bâtard d'Alphonse XI, le vice-roi est l'héritier d'une dynastie de la haute aristocratie castillane. Il abhorre le gouvernement des technocrates, tels que le promeut Juan de Obando, le protecteur de Sandé, qui a tissé aux Amériques une vaste toile de relations de patronage, plaçant au poste clé, à Mexico comme au Pérou, ses protégés. Exaspéré par la morgue d'Ovando, le vice-roi remet un jour les points sur les i.
vous me faites offense dans votre façon d'écrire et ne devez me traiter autrement que comme un supérieur. Almanza ne supporte pas non plus les manières de grand seigneur de Sande, ce petit arriviste aux choses crottées, qui exige les mêmes égards qu'un grand d'Espagne lors des fêtes et des offices religieux. Les choses s'enveniment à un point tel que le vice-roi suggère à Philippe II de mettre Sande sur un bateau et de le ramener en Espagne pour le châtier de son insolence. La nomination de Sande aux fonctions de gouverneur et capitaine général des îles Philippines en 1575 tient donc moins de la promotion que de l'exfiltration. Le puits debout ou le cul de basse-fosse. Il n'est donc pas difficile de se représenter la rage qui habite Francisco de Sande lorsqu'il pose le pied à Manille en août 1575, au terme d'une traversée éprouvante. Lui qui se rêvait de haute destinée, lui qui lorgnait un siège au Conseil des Indes, et pourquoi pas un poste à Naples, dans le plus raffiné des écrins du pouvoir espagnol, se voit soudain assigné à un lopin de mangrove fétide. Tout l'insupporte en son nouveau royaume, à commencer par les rebuts d'humanité qui le peuplent. Comme tous les parvenus en butte à la condescendance de ceux qu'il se donne pour modèle, Sande destine une haine tenace aux moins bien lotis que lui. Ces conquistadors, mal dégrossis, qui lui rappellent non seulement les origines modestes de son propre lignage, mais aussi la soif de titres qui le dévore. 5 ans seulement après la prise de Manille, les capitaines et les soldats de la place sont encore tous des vétérans de la conquête. Comme ils aiment à le rappeler dans leur mémoire de supplique, ce sont eux, los antiguos, les anciens, qui ont donné au roi ce brin d'Asie au prix de 1000 tourments et d'autant de déboires. Venu aux côtés du commandant de l'expédition de 1575, Miguel López de Legazpi, que tous appellent encore avec affection des années après sa mort, le vieux. Ils ont été de toutes les batailles, ou plutôt de tous les carnages. Épouvanté par la cruauté des hommes de Legazpi, un religieux, frère Diego de Herrera, écrit en 1570. On dirait que le diable, ces derniers temps, a marché ici en toute liberté. Car la conquête, ce ne fut que cela, une succession désordonnée d'escarmouches, une progression parfaitement hasardeuse, dans des lieux aux coordonnées inconnues et aux noms imprononçables. Cordillères couvertes de jungle, forêts tropicales mitées de marigots, mangroves. L'environnement est incroyablement hostile, bien plus qu'au Mexique, où les plaines sèches alternent sagement avec les montagnes saintes de Pinède. Fournaises du jour, étuves des nuits, rats, punaises, scolopendres, caïmans, quelque chose comme la GN à ciel ouvert. Pour s'emparer de l'île de Cébou, où ses navires avaient fait relâche, Legazpi, qui bien que basque n'était pas militaire mais notaire, ne disposait en 1565 que de 350 hommes, répartis en 4 compagnies d'infanterie et une d'artillerie, cette dernière assignée à la garde du camp. L'unité de base de la conquête, la compagnie, ne comptait donc pas plus de 80 hommes. À la manière d'un commando ou d'une bande de pillards, chaque compagnie opérait des sorties militaires, des entradas, en territoire ennemi, razziantes et incendiantes à l'aveugle, puis décampant, avant que les indigènes ne regroupent leurs forces. S'il fallait convoquer une analogie filmique, ce serait moins le 1492 de Ridley Scott qu'Apocalypse Now de Coppola. Les conquistadors ne comprennent pas un traître mot du monde local. Ses coutumes, ses rites, ses paysages ne sont qu'un galimatia. Ce sont des hommes jeunes et ambitieux. La flotte de 1575, avec laquelle Francisco de Sande gagne Manille, compte 178 soldats. Sur ces 178 hommes, 10 seulement ont plus de 40 ans. Ce sont aussi souvent les rejetons des premières générations de colons des Amériques. 1/5 d'entre eux sont nés au Mexique, la plupart du temps dans les régions les plus tardivement conquises et donc les moins prospères, le Jalisco, les zones frontières du Nord. Ils ont grandi dans l'ombre de la légende de Cortés, et ils mendient les miettes de sa gloire. Mais le conte de fées a pris fin. Il n'est plus d'empire à abattre, plus de palais à piller, plus de princesses à épouser. Comme un débord d'eau usée, le Mexique déverse son trop-plein de laissés-pour-compte vers le Pacifique. D'ailleurs, ces hommes n'ont strictement aucune expérience du métier des armes. Sur 178, 11 à peine sont des militaires professionnels.
Tous les autres se découvrent soldats au moment d'embarquer, lorsqu'on leur distribue, en guise de pactage, une cotte de mailles en cuir, une dague et une épée. Misérable matière humaine, dont se désolent les capitaines, et Francisco de Sande lui-même. Ceux qui veulent passer aux Philippines, s'ils ne trouvent pas de place de marin, s'embarquent comme artilleurs. Il y avait sur mon navire un certain Juan Gomez, qui, bien qu'il fût bon marin, ne savait strictement rien du métier d'artilleur, et un dénommé Canache, qui avait séjourné 2 ou 3 ans dans les hôpitaux de Mexico et était sur le point de rendre l'âme, et qui s'était engagé comme artilleur mais ne put jamais quitter son lit, ni durant la traversée, ni une fois à terre. Pour finir, on l'a enterré à l'hôpital parce qu'il était tout entier rongé par le mal français. Entendez, la syphilis. Puis il y a les plaies et les cicatrices, au cou, au visage, sur le crâne. Il n'est pas un engagé qui n'en soit couvert. À 30 ans tout juste, et avant même d'avoir mis les pieds sur un champ de bataille, les soldats sont déjà des gueules cassées. Il faut ajouter qu'ils sont désespérément pauvres. Ils le sont à leur arrivée, et ils le restent, même au terme de plusieurs années de service. Les Philippines sont tout juste autosuffisantes en riz, et rien n'y pousse de ce qui fait la fortune des colons de Oaxaca et du Michoacán. Le blé, l'olivier, le maïs. Les vallées sont trop étroites et trop humides pour y élever du bétail. On n'y trouve ni or ni argent, comme à Zacatecas. Les seuls articles de commerce intéressants, car on demande au Mexique et en Espagne, sont ceux amenés par les marchands chinois du Fujian et du Guangdong. La céramique bleue et blanc, les écritoires marquetés de nacre, les bronzes finement ouvragés. Mais seuls quelques grands négociants de Manille disposent du capital suffisant pour les acquérir, puis les exporter. Le simple soldat, lui, végète dans une cahute. Les quelques hameaux sur lesquels il est censé percevoir le tribut ne suffisent pas même à sa subsistance. Les livres de comptes de Manille conservent la trace de ces soldados pobres que l'on doit nourrir sur les réserves publiques en puisant dans les entrepôts royaux. En 1576, Pedro Gómez, Hernando de Loaiza, Alonso Rodríguez, Francisco Garcia, Álvaro Méndez et Bernim Cojo reçoivent ainsi chaque mois 3 ou 4 fanegues de riz. Les registres de l'Inquisition documentent, eux, les jurons de ceux qui perdent leur ration au jeu, dans le quartier chinois du Parian, situé à la sortie de la ville. Ainsi d'un certain Francisco Robledo, jeune soldat venu tout droit de Castille, qui s'exclame, à l'issue d'une main malheureuse, « Que le diable emporte les fonds baptismaux dans lesquels on m'a baptisé ». Ces blasphèmes à répétition lui valent 4 années d'exil, dont 200 soldes, dans une garnison lointaine. Sur les centaines d'hommes venus du Mexique, dans la première décennie passée l'arrivée de Legazpi à Cebu, seules quelques dizaines ont tiré leur épingle du jeu. Tous les autres croupissent dans l'attente d'une licence de retour en Nouvelle-Espagne, au Mexique. Une licence qu'ils n'obtiennent jamais, car il faut bien peupler la colonie. Le ressentiment et les regrets les assaillent, et des fantômes dansent sous leurs paupières. Écoutez ce qu'une dizaine de soldats écrivent au roi en désespoir de cause, en 1581. Nous avons résolu de signifier à votre majesté les peines que nous endurons et le peu d'espoir que nous avons d'y mettre un terme. Certains d'entre nous ont servi 10, 12 ou 15 ans dans la conquête, la pacification et le peuplement de ces îles, sans bénéficier de rien d'autre que du premier secours que les officiers de votre majesté nous ont donné à Mexico lorsque nous en sommes partis pour venir ici, lequel secours ne nous a pas duré longtemps, du fait des nombreuses difficultés que nous avons rencontrées dans la pacification des naturels de ce lieu. Aussi avons-nous tenu pour moyen commode de les détrousser et de leur infliger d'autres brimades encore, chargeant ainsi notre conscience à seule fin de nous sustenter. Et pour cette raison, nos âmes sont si chargées de péché, et du fait de notre grande pauvreté, si loin de pouvoir en être déchargées, que nous vivons dans une grande confusion, et sommes tout effrayés de savoir que nous sommes dépourvus du principal outil de notre salut. Au début, nous nous prenions les uns les autres en pitié, et comme le tourment était général, nous l'endurions avec une mine plus joyeuse. Lorsque l'on commença à confier en commande ces naturels, nous vécûmes tous avec un même espoir, lequel nous avons à présent presque entièrement perdu, car nous savons que le remède à nos maux est bien loin, et nous voyons que l'avidité l'emporte en chacun de nous, et qu'aussi bien pour ce qui est de la répartition des encomiendas vacantes, qu'en ce qui concerne l'attribution des charges, les nouveaux venus sont privilégiés et laissés à l'écart ceux qui ont servi votre majesté.
Et l'on nous soumet à de nouvelles impositions, nous obligeant à héberger dans nos propres demeures les soldats récemment arrivés, alors même que nous avons à peine de quoi nous nourrir. En considération de tout ceci, et de la fidélité avec laquelle nous avons accepté tout ce que l'on a exigé de nous, et obéissons à tout ce que l'on nous ordonne à présent, et qui a trait au service de votre majesté. Et compte tenu de ce que nous ne pouvons pour l'heure nous sustenter et nous conserver, que par des moyens si vils qu'il n'est pas possible d'en faire état, et qu'il nous a paru juste cause de chercher en toute humilité à remédier à cet état de fait, nous supplions très humblement votre majesté de prendre pitié de nos âmes. Des moyens si vils qu'il n'est pas possible d'en faire état. Des corps meurtris, des consciences crasseuses. Chaque homme, un puits de boue. La voilà. La voilà la petite vérité triste et mesquine de la conquête, bien loin des péroraisons des chroniqueurs de Madrid. Le mot même de conquête n'est pas paré dans cette pauvre lettre, de la majuscule que toujours les érudits en chambre lui assignent. Tout ici est minuscule. Les mots, les âmes. Les conquistadors ne jurent que par l'épée, quand Francisco de Sande se réclame de la plume. La rencontre entre le nouveau gouverneur et la vieille garde de Legazpi, entre le juriste au verbe manucuré et les troupiers au parler cru, ne peut être qu'explosive. L'homme que Legazpi s'était choisi comme successeur et que la couronne a écarté au vu de ses origines trop modestes. Guido de la Vezaris, un Génois, issu d'une famille de libraires, ne cache pas que le nouveau gouverneur le rudoie de méchante façon. Le gouverneur Sande n'a cherché, quand il l'a pu, autre chose, depuis son arrivée ici, qu'à diminuer le renom et l'honneur de ceux qui, dans cette armada, ont servi votre majesté, et poursuivant ce dessein du temps où il souhaitait entreprendre une expédition à Bornéo, il a pris l'étendard royal, au moyen duquel s'est gagnée cette île de Luzon et d'autres encore, et il l'a défait, pour en faire un petit drapeau ou un petit oriflamme, duquel il a fait usage sur la galère dans laquelle il s'en est allé, ce qui nous a tous grandement attristés, nous qui avions pris part à cette conquête, car nous avons compris qu'il avait fait cela afin de nous déprécier et de nous humilier. Sande ajoute volontiers l'insulte à l'injure, ayant un jour rassemblé sur la grande place de Manille l'ensemble des officiers de la ville. Il en traite certains de juifs, et d'autres de tailleurs, et d'autres d'ivrognes, de gredins et de pouilleux. Le gouverneur ne fait pas mystère de ses intentions. Ce dont il s'agit, c'est de mettre au plus vite un terme au règne de la roture, de tourner la page de la conquête et de son cortège d'idées folles, l'égalité des conditions, le rang selon le mérite. Legazpi avait à son service quantité de gentilshommes, lesquels n'avaient d'autre office que d'assurer sa garde personnelle et détenaient la prééminence que l'on a dite, et qui plus est, il mangeait à sa table en sa compagnie. Ces gentilshommes étaient d'ordinaire les valets d'autres personnes qui les lui confiaient depuis le Mexique. Et le fait qu'ils aient ainsi été déchargés de leurs obligations présentait bien des inconvénients. Et il arriva un jour que l'on dut donner le garrot à l'un d'entre eux qui était originaire de Cadix. Et ces gentilshommes accompagnaient toujours le gouverneur à pied, car celui-ci allait à pied, n'ayant pas de chevaux, et leur subsistance était assurée par le trésor de votre majesté. Il m'a paru quant à moi plus opportun, conformément aux souhaits de la population, de confier à tous la sécurité de ma personne, et que ne monte la garde dans ma demeure que les hommes répartis dans ces compagnies que désignerait à cet effet le sergent-chef, et ce, afin que soit mis un terme à ce remue-ménage et aux coûts en découlant pour le trésor de votre majesté, ainsi qu'à cette jalousie des uns envers les autres, et à l'égalité consistant à asseoir à la table du gouverneur des hommes du commun. Comble de l'infamie, Legazpi n'avait pas de chevaux. Quand bien même les rues détrempées de Manille s'avèrent impropres à toute chevauchée, Sande est le premier à faire venir du Mexique plusieurs montures, 3 étalons et 2 juments. Juché sur ses préjugés, voici qui parade, né au vent, dans les flaques de boue. C'est dans cette ambiance étonnamment conflictuelle qu'il vient à connaître, en mai 1577, d'une curieuse affaire. Celle, nous apprend le colophon d'un lourd registre de l'Inquisition, des ensorceleuses de Cébou.